Et hop, Serial avril 2023, c'est parti. Donc comme chaque mois, un petit passage en revue des photos éditées ou prises le mois passé. Et pour continuer ce Serial du mois de mars, le mois d'avril, j'étais toujours en Islande, à Reykjavik, pour la foire du livre d'art de Reykjavik donc. Et j'ai continué en ayant avec moi ce Leica M8 et une optique Summicron 35 mm f2 dessus. J'ai continué à capturer des petits moments comme il se présentait, capturer comme dans ces deux premiers clichés les couleurs de l'Islande, alors avec ces rideaux à gauche qui évoquent bien effectivement la couleur de l'herbe qu'on peut retrouver, notamment là comme on le voit à droite avec cette famille qui marche en bordure de la baie de Reykjavik. Ouais, je me suis amusé un peu. C'est souvent un appareil que je prends quand je n'ai pas vraiment un travail bien spécifique à faire, mais que j'ai envie d'avoir un appareil qui est vraiment dans ma continuité. C'est vraiment un appareil que j'adore, qui ne me dérange vraiment pas dans son utilisation, qui permet pas de prendre des saccades rapides, mais des clichés, un peu comme si j'utilisais du film. En plus avec des ISO qui ne montent pas très loin. On est vraiment un petit peu coincé dans les écarts de sensibilité de film habituels. Là, les deux clichés d'après, donc souvent je reviens un petit peu sur les photos que j'avais prises. Donc ça c'est probablement des photos que j'avais prises fin mars. Enfin, c'est des photos que j'ai prises fin mars. Celle de gauche étant une photo que j'ai prise à un hôtel qui s'appelle le Yotel, qui est dans le terminal de Schiphol, l'aéroport de Amsterdam, quand on fait une escale vraiment courte ou de nuit. Alors là, dans ce cas, de nuit, et qu'on a besoin de dormir quelques heures, c'est une option assez pratique. Mais vraiment là, c'est vraiment des cabines un petit peu en sorte de box futuriste, hein, un peu comme on pourrait imaginer à la japonaise. J'ai jamais été au Japon, mais je peux imaginer, mais assez marrant comme expérience. Et ça, c'était le premier à droite, le premier apéro, le premier cocktail en arrivant à Reykjavik au Slip Barin, qui est un bar qui fait des cocktails assez sympas. À nouveau, cet équipement là, le M8, c'est vraiment un appareil photo vraiment de cœur. J'aime bien le bruit qu'il fait. Il monte au 8 millième de seconde mécaniquement pour l'obturation. Ce n'est pas un capteur plein format, mais il a vraiment une manière aussi de retravailler l'image et les couleurs, une sens des couleurs qui est très particulière. Je l'aime beaucoup, donc je l'utilise dans les moments où j'ai vraiment envie de plus ressentir les moments, pas trop penser à la photographie, enfin à la capture en elle-même. Et là, c'était donc la foire de l'art, hein, une capture à droite de ce musée d'art moderne et contemporain au centre de Reykjavik où elle avait lieu. Et en fin de rencontre, une photo de ces deux petites figurines qui étaient sur le panneau d'un stand qui lui aussi exposait des livres. Une super expérience. Enfin voilà, ces photos qui sont des photos anecdotiques mais qui me plaisent bien. À nouveau, quand je pars à un endroit ou que je me retrouve dans un endroit où je n'ai pas de projet photographique, souvent je vais essayer de regarder un petit peu les détails, de creuser. Et là, ces deux images, c'est vraiment le sol d'un parking. C'est en fait un terrain vague qui sert de parking dans la marina de Reykjavik. Et je me suis un peu intéressé aux textures. Rien de bien spécial, mais c'est un petit peu l'ambiance. Aussi serait intéressé, comme sur ces deux clichés, serait intéressé aux choses qui ne sont pas si touristiques. Je vais depuis de nombreuses années en Islande et à Reykjavik. C'est des endroits que je connais bien, mais que je vois évoluer, comme si ce n'est pas chez moi. C'est clairement pas là où j'habite. Mais je m'y retrouve un petit peu comme ça, où je vois les choses changer. Et prendre des photos comme ça change mon regard aussi. Ça me donne aussi l'occasion de voir l'évolution des lieux. À gauche, on voit au fond une sorte de mamelon qui dépasse, un peu beige. C'est une œuvre d'art à l'entrée du port de Reykjavik, de la marina. Et à droite, ces anciennes bâtisses vraiment du centre de Reykjavik qui sont en train d'être rasées et reconstruites. Il y a quelques années, il y avait encore quelques mouvements de lutte contre cela. Là, c'est un petit peu passé, j'ai l'impression. Là, c'est un de ces derniers bâtiments qui est en train d'être éliminé et qui va laisser place à des constructions plus modernes. Là, voilà, à nouveau, une vue depuis la marina de Reykjavik, depuis le quartier de Grandi, en gros. Je pense que je suis déjà dedans, ou à la limite, avec l'opéra et cette lumière assez intéressante qui surplombe ce grand bâtiment qui vraiment vaut le coup d'être vu quand on va en Islande.
Et à droite, à nouveau des petits détails. Donc là, c'était vraiment une semaine, quand j'y étais, où j'ai pu me concentrer sur d'autres choses. Le fait d'avoir un appareil photo qui est moins performant, alors ça m'empêche pas de prendre des photos de nuit, comme on peut le voir, mais j'en prends moins. Je les prends plus quand je sens que c'est nécessaire. Donc là, à gauche, c'était la galerie. C'est une galerie qui est dans une station-service, toujours fonctionnelle, mais dont le guichet n'était plus vraiment nécessaire, le shop non plus, et qui a été transformé en galerie, la Y-Galerie, c'est à Kopavogo, hein, légèrement au sud, c'est un des quartiers du sud de Reykjavik. Donc voilà une photo un peu floue, mais là c'était en repartant d'un vernissage, des superbes travaux dans cette galerie. Facile d'accès en bus pour ceux qui vont à Reykjavik. Les bus marchent bien en Islande, donc ça c'est à essayer. Et à droite, le Tjörnin, ce petit lac au centre du centre de Reykjavik. À nouveau de nuit, alors, avec le M8, on a ce grain bien particulier du M8 quand on le pousse. Et là, je dois être au 15e de seconde en plus. Donc à F2. Enfin bon. Il sera intéressant dans le futur, là on voit qu'il y a un gros grain, mais on a de plus en plus des outils de débruitage d'images qui utilisent l'intelligence artificielle. Je ne suis pas sûr que je sois pour, parce qu'on va commencer à perdre ces caractéristiques de bruit qui nous permettent de dire « Ah, c'est marrant, on a ces vieux capteurs et tout ». Mais à voir, probablement que je vais essayer ça dans le futur, voir ce que donnent ces images de M8 quand on les passe dans la moulinette de ces outils de débruitage. Alors après, voilà, toujours le même équipement là. Là, c'était vraiment une semaine où j'étais en M8 plus Summicron 35 mm f2. Mais quand il y a assez de lumière dans cet appareil, c'est un délice, enfin pour moi en tout cas. Je sais que certains n'aiment pas du tout cet appareil et sont rendus. Là, c'est 2 photos d'un bar qui à ce moment-là n'était pas encore ouvert, qui s'appelle Anayona. J'avais vu en fait, ils ont fait des répétitions de service. C'était assez amusant à regarder avec des vrais faux clients, mais toute une équipe qui tourne pour voir comment ça s'organise. Un look vraiment super cool de cet endroit. Elle a 2 petites captures anecdotiques à nouveau. C'était vraiment cette semaine-là où j'étais pas parti pour faire de la photo, mais j'en ai quand même fait. Je me réjouis d'essayer à mon prochain séjour d'aller boire un verre ou manger quelque chose dans ce nouveau bar qui a remplacé en fait, pour ceux qui sont déjà allés à Reykjavik, il y avait des fish and chips à l'époque qui étaient vraiment très bons, probablement les meilleurs en tout cas à mon goût. Voilà, ça a été remplacé par ce nouveau bar-resto qui a l'air très sympa. On change complètement d'équipement maintenant. Historiquement, Leica a fait pas mal d'optiques qui étaient vraiment très intéressantes au moment où elles sortaient à l'époque. Et en 1935 fut annoncé le Hector 28 mm f6.3. Donc on cherchait à faire des lentilles qui étaient très lumineuses évidemment, mais on était un petit peu dans les balbutiements des lentilles à grande ouverture. Le 28 mm 6.3 en fait donnait aussi une profondeur de champ assez intéressante pour le focus. C'est 5 éléments en 3 groupes, quelque chose comme ça. Et j'avais envie d'essayer cette optique. J'ai vu un revieweur YouTube parler de ça et qui en parlait avec une certaine poésie. Et j'ai un Sumaron 28 mm. Alors là, c'est vraiment là, je parle dans la technicalité des objectifs. Le Sumaron 28 mm f5.6, qui a vraiment un look un peu ancien, qui a 6 éléments, je crois aussi en 3 groupes, ou 3 groupes et un élément libre. Qu'importe. Je cherchais à voir si, comme le Hector était l'optique qui l'avait précédé, s'il y avait vraiment une grosse différence. Et là, j'ai eu l'occasion d'utiliser ce Hector 28-6.3. Donc je me suis dit, allez hop, on va essayer de comparer les deux. Et donc, adapté sur un Leica SL2. Ce qui fait que je n'ai pas de distorsion colorimétrique sur les bords du champ, vu l'angle d'arrivée des rayons, comme je pourrais l'avoir sur le M240 par exemple, ou sur un autre appareil photo qui n'a pas les microprismes en avant du capteur. Alors à gauche, voilà, mes premiers essais. Alors ça vignette beaucoup, clairement, mais un assez beau rendu des couleurs, de la géométrie. C'est bien piqué au centre, ça devient un petit peu flou et baveux sur les bords sinon, mais ça donne vraiment du caractère. Mais au centre, alors c'est vraiment assez irréprochable. Donc à gauche, là, c'est sans recadrage. À droite, en recadrant, j'avais pas du tout bien cadré ma photo. J'enlève probablement un bon quart des bordures sur cette photo. Mais vraiment une optique qui m'a pas mal surprise.
Voilà, deux autres images, toujours là, pour tester la géométrie, on voit clairement le vignettage. Mais géométrie bien, à nouveau cette propension à vraiment respecter le détail et le piquer au centre de l'image. En bordure, ça se passe plus difficilement, mais vraiment une belle personnalité à cette optique. Et ce 6.3, donc je suis pas très habitué à prendre des photos avec des ouvertures aussi faibles. Enfin, aussi faibles, c'est pas si faible que ça, mais j'aime bien les grandes ouvertures, ou aux alentours de 2,5, 3. Là, ouais, c'est intéressant. Et cet effet, en fait, de piquer netteté au centre avec l'aspect un peu plus flou au bord, je trouve, donne une sorte de profondeur de champ. Ouais, une profondeur qui est du champ, qui est un peu plus qui est artificielle, mais ça donne quelque chose à l'image. Voilà, à nouveau deux encore images faites avec ce Hector. À gauche, donc avant c'était des images en me baladant dans la ville de Genève et à Carouge. Et là c'est donc le jet d'eau de Genève qu'on voit au loin, sur l'image de gauche. Le genre, et le magasin Leica d'ailleurs est en bas de l'image à gauche, dans ce bâtiment un peu courbé. Et la Leica Academy, et à droite tout simplement une image du pont d'où je prenais la première photo qui était à gauche. Donc le pont, on le voit en reflet dans cette allée. Il se trouve que je me baladais là et je testais cette optique. On passe maintenant à autre chose, du film, avec un appareil photo que j'aime aussi bien. Alors, à nouveau, pour ceux qui ne connaissent pas cette série de vidéos, à l'origine, j'ai commencé à tester les appareils photo pour essayer de trouver les appareils photo qui me plaisaient le plus, parce que je me suis dit, on va essayer de prendre en main et voir sensuellement si ça me plaît ou pas. Et là, c'est un Leica C11, donc appareil à film APS, donc des films qui ne se font plus, mais j'en ai heureusement un gros stock d'expirés. Donc un Leica C11 que j'aime vraiment beaucoup à l'utilisation, et avec un film Fujifilm Nexia 400 expiré de 2007. Voilà, deux détails. C'est un appareil qui est assez petit, que j'aime avoir en main, que j'aime avoir en poche, et qui me donne toujours des images que je trouve intéressantes. Passage à autre chose aussi, là c'est ce mois-ci, là c'est du Diana Mini, c'est une caméra pratiquement tout en plastique. Il y a peut-être un ou deux ressorts en métal. Vraiment très léger, peu de contrôle, vraiment très peu de contrôle. Et là, c'est avec du Kodak Color 200, un film qui était encore dans l'appareil quand on me l'a donné. Donc c'est un appareil qui vaut pas grand-chose en termes financiers, mais qui permet d'avoir deux formats, un format carré, un format un peu plus oblong. C'est la première fois que j'utilisais. Je trouve intéressant. La lentille est aussi en plastique, une sorte de diaphragme rudimentaire, mais on peut s'amuser pas mal avec. Et voilà deux exemples, à nouveau en me baladant, là c'était en ville de Genève, par un jour ensoleillé. Beaucoup de films ce mois aussi d'avril, pas mal de films expirés. Là, c'est avec un appareil photo, le Olympus XA, aussi un de ces appareils que j'aime vraiment beaucoup prendre avec moi. Il y a les appareils que j'aime utiliser, les appareils que je n'aime pas utiliser, évidemment, lorsque j'en parle moins. Les appareils que je n'ai pas encore utilisés, donc quand je les utilise, je les découvre. Et il y a les appareils que j'ai envie de réutiliser. Le Olympus XA, c'est vraiment cet appareil photo film 35 mm, hyper compact, qui donne toujours des résultats, qui est assez irréprochable, que je trouve un peu ennuyeux parfois même, mais, ça marche. Et donc là, deux exemples pris avec cet appareil d'un film Solaris FG 100 ISO, expiré début des années 2000. À gauche, une photo dans un barbershop londonien, et à droite, le bateau Helvétie dans un rade de Genève. Voilà, c'est rendu des couleurs assez intéressants. Alors je sais pas si le Solaris était un film propriétaire ou c'est un remarquage d'un autre fabricant, mais en tout cas je trouve intéressant ce rendu des couleurs. Même chose ici, toujours le même film, même appareil. Là les deux photos sont à Londres. Ce grain un peu dur, ces couleurs qui partent un peu vers les couleurs froides, mais un rendu vraiment intéressant avec l'Olympus. Et enfin, moi j'aime bien. Si je retrouve du Solaris, ce qui va être difficile, je serais heureux d'en utiliser. Et encore une dernière image à gauche là de ce couple, de ce duo Solaris FG 100 et Olympus XA.
donc la Tamise avec un pont ferroviaire au centre de Londres. À droite, alors à nouveau, là où le film a encore un petit avantage, un, c'est dans le processus, alors ça c'est pour moi, c'est par rapport à ma manière de travailler, et deux, on a toujours des surprises, comme là en début de rouleau, d'un rouleau 120 dans un Pentax 67, donc un moyen format, c'était avec une optique 45 mm f4, et du Cinestill 800 ISO, et c'est la première photo du rouleau, et voilà, la première photo, je tente toujours une photo test. Et là, j'avais tenté une photo test, c'était avec un modèle pour le projet Hypertight. Et surprise intéressante. Je sais pas trop ce que je vais faire de ce cliché, mais ce cliché m'amuse bien. On a vraiment le bout du film que j'ai enroulé, et vraiment la première exposition qui est là. Ce film avait je l'avais mal enroulé une fois, donc j'avais dû le dérouler en chambre noire et le re-enrouler. Enfin bon, il y a toute une histoire. Donc est-ce que c'est moi qui ai fait cette exposition bizarre en bord? Je ne sais pas. Mais en tout cas, le résultat m'amuse. Ensuite, on passe à un autre film. Là, on est à gauche à Reykjavik. J'étais pas mal en Islande ce mois-ci, et à droite à Genève. Et là, c'est avec un appareil photo que je n'avais pas utilisé auparavant, le Vito C. C'est un appareil photo 35 mm, donc à film, avec un petit panneau avant qui fait sortir l'objectif, donc tout manuel. C'est un appareil à télémètre. Et là, avec un film Polaroid HDF1 sans ISO expiré. Avec un grain assez marqué. Alors c'est probablement dû à l'expiration aussi. Et à nouveau là, je ne sais pas si c'est vraiment lié au film, la nature même du film, si c'est un film propriétaire en plus, ou si c'est vraiment l'expiration qui crée ces distorsions colorimétriques, ce virage vers le vert. Mais j'aime beaucoup. Et cet appareil photo, je commence à le découvrir. Il aura bientôt une vidéo indépendante sur son utilisation. Donc ce Voigtlander Vito C, intéressant. D'ailleurs, voilà, Voigtlander Vito C, toujours lui, cette fois-ci avec un film noir et blanc non expiré du SFL T25, 125 ISO, donc Londres. Des détails de la ville de Londres avec les passants, la photo de rue un peu nue. J'aime bien, avec des détails de lumière, de contraste. Une belle optique, un rendu un peu plus doux que par exemple le XA, à mon goût, mais une très belle géométrie. Et ça marche bien. Donc là, deux autres photos aussi. Donc centre de Londres. Et voilà. On a des ambiances. Ça, à ce niveau-là, ça marche bien. Et encore à nouveau. Tout ce qui est géométrie, une très belle géométrie de l'optique, ça marche. Là, laisser contre-plongée, ça fonctionne. Et une optique, c'est un appareil photo dont j'avais pas vraiment entendu parler auparavant, mais j'ai eu l'occasion d'en tester un, donc là je suis en train de le tester extensivement et je suis assez séduit par le résultat. Passons à autre chose. Alors là on repart sur du numérique avec un Nikon DF, donc un appareil qui a un certain âge maintenant, mais qui a une belle sensibilité en basse lumière, et une optique Lensbaby Composer Pro Suite 35, qui a un système de changement d'optique qui est un peu particulier, j'ai pas très bien compris encore, mais à nouveau une occasion d'essayer cette optique. C'est une optique où on peut changer l'angle, le tilt, et créer ces effets un peu de plan décalé. Mes premiers essais, je suis pas sûr d'être très convaincu de l'effet, mais ça donne quelque chose, c'est amusant pour le moment. Une optique bien manuelle, donc il faut un réflexe numérique ou pas pour l'utiliser. À voir, mais deux premiers clichés avec un rendu en tout cas de nature assez unique. On passe maintenant alors avec la mode des digicams. Donc c'est tous ces petits appareils photo numériques qui sont passés un peu aux oubliettes de l'histoire de la photographie numérique. Ça revient. Il y a une mode, la nouvelle génération utilise ça. Souvent, il ne coûte pas grand-chose. Il marche encore. Et certains sont de belles surprises. Donc là, je me suis un peu amusé à récupérer, à rentrer un petit peu dans ce mood-là, à essayer les appareils qui étaient un peu les plus spectaculaires à l'époque. Là c'est un Konica Minolta X1. Donc c'était un 8 mégapixels de 2005. C'est hyper compact. C'était avant le rachat par Sony. Donc après, Sony a englobé un peu le Konica Minolta, en fait, leur technologie et leurs produits. Alors, c'est de la photo de rue à gauche et une photo dans un club
de la Dijet Mora Lombardo, en fait, au canal 54, qui a un bar et lieu de danse à Genève. Alors disons-le clairement, de nuit, c'est pas terrible. C'est vraiment, aujourd'hui avec nos téléphones, nos smartphones, on est quand même à des milliers de kilomètres en termes de qualité de ça. Enfin, peut-être pas autant. Mais en tout cas, en basse lumière, ça marche pas. L'autofocus, c'est très aléatoire. Les temps d'exposition sont pas bons. Le grain est énorme. Mais c'est intéressant. Donc voilà, 2 images que j'ai trouvées intéressantes. Là, je dois avouer que j'en ai fait peut-être une trentaine. Il n'y a que ces 2-là qui sont intéressantes sur la trentaine de ce soir-là. Et les 2 sont flous. Donc il faut vraiment penser à abstrait quand on parle en basse lumière. Ou c'est ces 2 images-là, toujours le même équipement, avec le flash. À gauche, le flash dans l'herbe. Je voulais voir de nuit ce que ça donne. Puis à droite, au travers d'une vitre. Donc là, on voit surtout la poussière sur la vitre. Mais ça donne des trucs intéressants. Ça marche bien. Et alors par contre, cet appareil, donc le Konica Minolta X1, qui est vraiment super compact. L'ergonomie est vraiment super intéressante. C'est un plaisir de l'utiliser. Parfois, ça marche bien. Comme là, résultat assez surprenant. En plus, c'est une optique qui est une de ces optiques périscopiques, donc elle est vraiment dans l'épaisseur du boîtier qui est très fin. Elle est dans la longueur avec ensuite un miroir à 90 degrés. Enfin, appareil surprenant. Je vais encore le tester. Il aura droit probablement à une présence dans une vidéo explicative de PhoneCam. Mais voilà. Toujours celui-là, voilà, quand on a de la lumière. Alors par contre, dès qu'il y a trop de lumière aussi, là, le capteur il sature. Pas assez de lumière ou trop de lumière, c'est un peu une catastrophe comme on peut le voir avec le ciel. Ouais, tout part en blanc dès qu'il y a trop de lumière. Donc, si on veut exposer correctement pour les zones un peu plus sombres de l'image, mais qui a un gros contraste, ça va créer ce genre d'image. Pas forcément gênant, mais en tout cas, ça aplatit les ciels. Puis voilà, à droite, une image basique d'herbe que je trouve amusante avec des primes verts. C'est le printemps, donc on en profite. Digicam à nouveau. Là, on passe à une autre Digicam qui est la Kyocera Finecam S5 de 2003, 5 mégapixels. Honnêtement, je suis assez critique sur les Digicam. Maintenant, c'est difficile d'avoir des bons résultats. Et quand on a, souvent, le côté technique gâche un peu la chose. Parfois, ça peut marcher. Donc à droite, on a du pesto sur des pâtes. Je ne sais pas si ça marche, mais elle m'amusait, cette photo. Puis à gauche, une personne qui est assise. Voilà. Pas très convaincu de cet appareil qui a pourtant des bons reviews en 2003. Il était plutôt en haut du panier, cet appareil photo, dans les Digicam de l'époque. Et pour finir un petit peu le mois, là, on a encore quelques images. On va revenir à mon appareil de prédilection pour me faire sourire, en tout cas moi, un peu plus en termes de qualité d'image, le Leica M8. Une vue des Alpes, là, en revenant sur le continent. À droite, une vue dans le bâtiment d'une grue, en fait, pour tirer les bateaux à quai. Avec ces images, avec ces couleurs qui sont très, très particulières du Leica M8. Et puis voilà, un arc-en-ciel dans un parc de Reykjavik et un détail de place de jeu, enfin de sport plutôt. Donc vraiment à nouveau cette douceur, mais cette précision de la combinaison du Summicron 35 mm f2 et du capteur du APS-H du Leica M8. Ou encore voilà les 2 derniers clichés. Même en basse lumière, tout à l'heure on avait la Digicam avec les basses lumières, pas très contrôlable. Là, quand on part avec le Leica M8 qui pourtant au-delà de 400 ISO est vraiment une catastrophe en termes de grain, ça reste assez artistique. Pour le moment, je suis pas convaincu par la mouvance Digicam, malgré des chiffres sur le papier qui sont assez similaires avec le Leica M8 qui est un peu plus récent, qui est de 2006 je crois ou 2007. Même avec du grain, ouais, c'est pas du tout le même rendu, ou même avec du mouvement dynamique, comme ça on a quand même autre chose. Donc voilà, j'espère que ça vous a un petit peu diverti et vous avez peut-être envie d'aller voir plus des appareils photo dont j'ai parlé ou des paysages, ou que ça vous a permis de voyager un peu. Puis à la prochaine. À la prochaine.